Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 36e Cafinaire Wattel. C'est notre rendez-vous mensuel qui est consacré aux initiatives locales en santé environnementale. Depuis 2022, du coup, ces cafinaires nous permettent de découvrir des témoignages d'acteurs territoriaux, de partager des retours d'expériences concrets, de faire émerger des pratiques innovantes, avec un objectif de ces rencontres qui est plutôt double. D'une part, c'est pour vous inspirer grâce à la présentation de projets et d'expériences de terrain, et puis d'autre part, c'est pour favoriser les échanges et pourquoi pas peut-être se susciter des nouvelles collaborations entre collectivités, associations, services de santé, acteurs locaux et autres. Aujourd'hui, du coup, on va partir à la découverte d'une démarche exemplaire qui a été menée par la ville de Bourg-en-Bresse et qui illustre la manière dont une collectivité peut intégrer la nature en ville au cœur de ses politiques publiques. Ça fait plusieurs années que la ville développe une stratégie ambitieuse pour préserver la biodiversité, végétaliser des espaces urbains, améliorer le cadre de vie des habitants, tout en répondant à des enjeux de santé et de changement climatique, à côté d'autres politiques, vélo et autres, qui font évoluer cette ville de Bourg-en-Bresse. Mais la présentation d'aujourd'hui, du coup, va peut-être mettre plus en lumière les retours d'expérience liés à l'accueil, notamment d'équipes de services civiques autour de thématiques écologiques. C'est un dispositif qui renforce la dynamique territoriale, qui associe des jeunes volontaires et les services municipaux pour mettre en place des actions concrètes. Mais moi, je me tais et je vais surtout laisser la place tout de suite à Antonin Rad qui va présenter du coup les actions menées sur Bourg-en-Bresse. Et je vous mets en lien, en rappel, le site internet Territoire Environnement Santé sur lequel vous allez retrouver tous les cafés, les replays et d'autres articles et autres outils, boîtes à outils, informations, actualités sur ce sujet-là. Antonin, à toi les micros. Super, eh ben merci beaucoup pour l'invitation et puis pour l'introduction. Et du coup, on sera deux à effectuer la présentation. Donc, je vais me présenter et après, je laisserai aussi mon collègue Clément Sulpice se présenter. Donc, Antonara, moi, je suis chef de projet transition écologique à la ville de Bourg-en-Bresse et responsable du service développement durable. Donc, sur un poste qui est très transversal au sein des services pour à la fois mener des actions techniques en propre et accompagner les services dans l'amélioration de leurs pratiques en faveur de la transition écologique. Et donc Clément Sulpice, mon collègue qui participe également, que je vais laisser se présenter lui-même. Donc, bonjour, donc Clément Sulpice, donc moi je suis technicien santé environnement au sein d'un service hygiène santé publique et où j'ai la gestion pour faire simple de toutes les espèces, on va dire, à enjeu pour la santé, donc des espèces qui étaient initialement centrées sur les rats, les pigeons et les blattes il y a 30 ans et maintenant on a vu évoluer les espèces plutôt sur donc, le ragondin, le moustique tigre, les chenilles processionnaires, le frelon asiatique et j'en passe. Voilà pour notre cafinaire de ce matin. J'ai encadré, enfin j'ai participé à l'encadrement donc d'une équipe de jeunes services civiques, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Voilà, dans le cadre de cette gestion des espèces à enjeu. On va présenter rapidement la collectivité, ce qu'on fait de manière générale sur la nature en ville et du coup une action un petit peu plus spécifique justement de coopération interservices par l'accueil d'une équipe de service civique. Donc on fait ça tous les ans depuis ça fait 4 éditions, 4 promotions de services civiques qu'on a et on a testé un peu différents formats et voilà, il nous semblait assez intéressant de vous faire ces retours-là, justement, sur cet aspect interservice et coordination et complémentarité entre les différentes actions qui peuvent mener avec les uns et les autres. Donc, on axera pas mal là-dessus. Voilà, c'est globalement ce que je viens de vous dire. Je me souvenais plus si j'avais fait une diapo déroulée ou pas. Donc la ville de Bourg-en-Bresse, on est dans le département de l'Ain, c'est le chef-lieu du département, donc nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus de 40 000 habitants. Le maire Jean-François Debat qui est là depuis 3 mandats, qui est encore pas, donc c'est officiellement s'il se représentait pour le prochain ou pas, et qui est également président de Grand-Bourg Agglomération, donc 74 communes et un peu plus de 130 000 habitants. On est, pour situer un petit peu le département de l'Ain, tout le monde ne voit pas toujours exactement où c'est, mais du coup, on est un département qui est quand même plutôt rural, mais qui est situé entre Genève et Lyon, donc on a des proximités de grosses métropoles, avec des gares TGV par exemple à Bourg aussi, qui nous permettent d'être à Paris en moins de 2 heures, donc
Ouais, il y a quand même un territoire majoritairement rural, mais qui est plutôt dynamique avec la proximité des grosses villes. Au niveau de la stratégie sur la nature en ville, on a un premier plan de nature qui a été initié en 2014. À l'époque, les élus de la majorité avaient voulu anticiper en fait le passage réglementaire au zéro phyto, l'accélérer par rapport aux objectifs et réglementaires. Donc, voilà, ils ont pris de l'avance là-dessus. Et donc, plutôt que de simplement arrêter d'utiliser des produits phyto, ils ont souhaité l'accompagner aussi d'un plan nature en ville, principalement pour accompagner ce changement de pratique. Donc, il a duré, on va dire, un peu plus de 6 ans, mais officiellement, voilà, la deuxième version a été adoptée en 2022, mais la première version a plutôt, ouais, était quand même plutôt sur un mandat. Et du coup, une deuxième version qui a été mise en place en 2022, qui est plus transversale que la première, qui reposait quand même beaucoup sur les espaces verts et sur la gestion de nos parcs. Et du coup, une deuxième version beaucoup plus transversale, où on prend aussi en compte beaucoup plus les questions d'urbanisme, beaucoup plus les questions de patrimoine bâti, beaucoup plus les questions d'adaptation au changement climatique, etc. Donc on est beaucoup plus transversal et il concerne beaucoup plus de services en interne que le premier qui était un petit peu plus classique, on va dire. Si jamais vous avez des questions, l'idée c'est pas qu'on fasse forcément une présentation voilà, pendant 1 heure évidemment, donc il y aura forcément des temps d'échange, mais n'hésitez pas, si vous avez déjà des interrogations, du coup, soit à passer par la messagerie, soit à les poser, ce sera avec grand plaisir. Et du coup, donc, cette deuxième version de stratégie nature en ville, on a des grands objectifs généraux qui sont assez classiques sur ce type de démarche pour les collectivités, mais donc favoriser la biodiversité à la fois en la connaissant mieux, en la préservant et en restaurant les espèces et les milieux, lutter contre toutes les formes de pollution, donc sol, air, eau, etc. S'adapter au changement climatique en luttant contre la surchauffe urbaine et les îlots de chaleur, végétaliser la ville à partir de ressources locales, prévenir les conséquences liées aux phénomènes climatiques, améliorer le cadre de vie évidemment, donc ça passe par l'embellissement et développer un cadre bénéfique à la santé de tous, et la sensibilisation des habitants, donc à la fois pour faire connaître le patrimoine naturel et du coup les pratiques que nous on s'impose en interne, mais aussi du coup accompagner et favoriser le changement de pratique auprès des habitants, des bailleurs sociaux, etc. Antonin, du coup, j'en profite, je me glisse Oui. pendant une respiration. Il y aura un replay, oui, sur le site Territoire Environnement Santé, sur la plateforme Expertise Territoire. Mais la question pour Antonin, c'était plutôt, mais peut-être que ça va être un peu le contenu de la suite, donc je sais pas si tu réponds à tout de suite ou s'il faudra attendre jusqu'à la fin. Savoir quels sont les services au sein de la commune, du coup, qui portent ce plan, cette stratégie générale. Alors du coup, cette stratégie générale, du coup, c'est moi qui la pilote par le volet pilotage de la transition écologique, en fait, du coup très transversal. Et ensuite, les services ou les directions sont associés, sont responsables d'actions. Donc on va pas rentrer dans le détail de toutes les actions, mais du coup on vous les a listées quand même pour voir un petit peu ce qu'on met dedans. Ça nous semblait quand même intéressant. On va pas rentrer dans le détail de toutes les actions parce que on en a pas loin de 25, je crois, de tout le voilà des actions. Mais après on a un service qui est référent ou une direction qui est référent pour chaque action et qui pilote l'action, mais le pilotage et la coordination du plan global, du coup, c'est chez moi, ouais. Pour avoir bien ce côté très transversal et du coup impliquer tous les services et toutes les directions. Mais les budgets, du coup, c'est chaque service selon l'action qui a son budget et qui porte. Ouais. Exactement. Du coup, il n'y a pas un budget général, par contre, à mon niveau. Donc moi, j'ai des actions que je pilote après aussi en propre où j'ai un budget. Par contre, par exemple, sur la gestion des différenciés des espaces verts, c'est le service des espaces verts qui a son budget récurrent et qui après peut faire des demandes spécifiques pour de l'investissement, un changement de matériel, des choses comme ça, ce qu'ils ont fait par exemple l'année dernière pour changer le type de matériel, pour pouvoir changer certaines pratiques aussi. Ouais, donc on peut dire que c'est coordonné par ton service, mais ensuite les actions, tu en as certaines en propre et certaines ensuite sont portées par les services internes, mais dans le cadre du plan de la stratégie générale, du coup. Exactement.
Donc là, c'était les grands objectifs, il y en a 4, et en fait, on a défini derrière 3 axes de travail pour pouvoir répondre à ces objectifs, en sachant que souvent, une action permet de répondre à plusieurs objectifs. On va détailler un petit peu derrière, mais évidemment, quand on végétalise une cour d'école, bah, ça améliore à la fois le cadre de vie, ça fait un habitat à un contexte favorable à la santé de tous, ça lutte contre les îlots de chaleur, ça favorise la biodiversité, donc en fait, alors, toutes les actions répondent évidemment pas à tous les objectifs, mais très souvent, une action typiquement de végétalisation, ça va répondre au moins à 2, voire à 3 ou 4 des objectifs. Donc du coup, on a défini 3 axes de travail principaux. Donc le premier, c'est développer la nature à l'échelle de la ville et favoriser la biodiversité. Le deuxième, c'est développer des espaces de nature de proximité pour les habitants. Et le dernier, c'est sensibiliser les habitants aux enjeux de la nature et de la biodiversité. Donc là, je vais détailler un petit peu, voilà, je vais vous citer ce qu'on a mis dedans, mais sans rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, du coup, pour en savoir plus sur un élément, n'hésitez pas, on pourra détailler, on pourra aussi éventuellement, si vous êtes vraiment très intéressé pour avoir un retour d'expérience sur un sujet précis, vous transmettre des éléments plus précis, des retours d'expérience, des chiffrages ou des choses comme ça. Là, l'idée, c'était plutôt de survoler un petit peu l'ensemble. Donc sur le volet développement de la nature et de la biodiversité, on a la révision du PLU, du coup, qui a eu lieu là sur ce mandat, avec évidemment un gros enjeu sur toutes les questions d'urbanisme. Donc on avait un PLU qui était pas mauvais en soi, mais qui a permis d'aller beaucoup plus loin, où on a déclassé une bonne partie qui était encore à urbaniser pour les rendre soit en zone naturelle, soit en zone agricole, et surtout une bien meilleure prise en compte, que ce soit des trams, que ce soit la prise en compte de la biodiversité dans les questions, ou même d'infiltration d'eau de pluie, du coup, dans les opérations d'aménagement, etc., etc. Donc, on avait une charte de l'arbre aussi qui existait déjà sur la première version du plan Nature en Ville, qui a été un petit peu retravaillée. On a de la gestion différenciée sur les espaces verts, donc depuis la première version aussi, mais là on est allé beaucoup plus loin sur ce qu'on fait, sur une gestion qui va vers plus de nature, pas d'export de matière organique, donc on n'a pas de tonte avec export, on n'a pas de ramassage de feuilles mortes, des choses comme ça. Bon, on les regroupe dans certains espaces. On a certains sites qui sont labellisés refuge LPO, la renaturation de la ressource, donc c'est la rivière principale qui coule à Bourg-en-Bresse, avec son canal de dérivation qui a été bétonné, qui a été débétonné. Le marais du Dévorat, c'est un peu spécifique. On a un marais qui est quasiment urbain, du coup, avec un ruisseau qui est associé, qui sont vraiment à 2 pas du centre-ville, donc qui faisait déjà l'objet de mesures de protection, qui avait fait déjà l'objet de mesures de restauration pour partie. Là, on est allé beaucoup plus loin sur la restauration. On a un arrêté de protection de biotope, du coup, qui est en cours. Voilà, donc on a parfois accéléré aussi des démarches qui étaient déjà en cours. Sur l'éclairage public, on avait des démarches de déploiement LED déjà et d'extinction sur certains espaces à enjeu, notamment des parcs, des choses comme ça. Là, on est allé beaucoup plus loin avec beaucoup plus d'extinction et une vraie adaptation aux enjeux de biodiversité avec la prise en compte des températures de couleur, la prise en compte des flux lumineux. Du coup, est-ce qu'on éclaire le milieu aquatique ou pas, des choses de ce type-là. Un gros programme aussi d'installation de nichoirs pour des espèces un petit peu spécifiques, du coup, soit dans les arbres, dans des parcs, ou sur des bâtiments, par exemple pour les chiroptères, les chauves-souris, mais aussi pour les martinets, par exemple. La création de corridors propices à la biodiversité, donc typiquement en trame verte et bleue, ça passe à la fois par la renaturation de la rivière, le fait de replanter des répisylves, des haies, bocagères, des choses de ce type-là. La prise en compte de la biodiversité dans les bâtis, donc là, typiquement, c'est principalement soit via les nouvelles règles d'urbanisme, du PLU, soit quand nous, on fait des travaux de rénovation sur nos bâtiments, on essaye de systématiser, du coup, maintenant, un passage d'écologues en amont pour prendre en compte les espèces qui fréquentent typiquement les combles ou des choses de ce type-là. On a eu un programme de rénovation là qui est en train de se terminer sur la co-cathédrale, du coup, qui est en centre-ville, qui est fréquentée par le faucon pèlerin, qui est fréquentée
fréquenté par des chauves-souris aussi, du coup, pour partie dans les combles. Donc voilà, on essaye de prendre en compte tout ça, ce qui n'était pas fait il y a quelques années, pour adapter à la fois les plannings de travaux, pour voir aussi comment les travaux à terme ne bougent pas forcément tous les accès pour permettre éventuellement qu'il y ait par exemple des chauves-souris qui viennent se réinstaller dans les combles, sans pour autant que ça devienne des pigeonniers avec des centaines de pigeons, parce que sinon, mon collègue Clément Sulpice, qui est là aussi, me taperait sur les doigts. Voilà. Et une première expérimentation, donc c'est pareil, c'est un petit peu à la mode, il y a pas mal de collectivités qui ont tenté, mais là, sur des micro-forêts, où on est typiquement, on en a une qu'on plante là, fin novembre, sur un espace qui était un ancien hangar avec une dalle béton, etc. Donc voilà, un espace où il y avait très peu de végétation à proximité, plutôt en centre-ville, et du coup c'était un bâtiment de la ville qui était vraiment en très mauvais état, qui a été déconstruit, et plutôt que de reconstruire un autre bâtiment, finalement le choix a été fait de venir apporter une bulle de fraîcheur à cet endroit-là. Sur le deuxième axe, du coup, sur les espaces nature de proximité pour les habitants, on a un jardin éphémère qui est installé tous les ans sur l'esplanade de la Comédie, donc c'est une place en centre-ville qu'on a beaucoup de mal à végétaliser de manière pérenne, à la fois pour des questions d'usage, pour des questions d'accès secours, pour des questions de réseau aussi. Il y a énormément de réseaux en dessous, donc en fait tous les étés maintenant c'est devenu un rituel, et il y a une vraie attente des habitants. Le service espace vert vient installer un jardin éphémère avec à chaque fois la mise en avant d'un thème, etc. Mais de manière donc il y a quelques végétaux qui sont pérennes, il y a quelques arbres qui ont été plantés vraiment en pleine terre, et du coup qui restent qui sont plantés, et le reste du coup c'est apporté par des bacs, mais assez massifs, avec un aménagement assez conséquent. Mais voilà, ça participe du coup souvent à faire passer des messages. Typiquement là cette année c'était sur la gestion différenciée, donc il y avait l'accueil de la biodiversité, donc il y avait des murets en pierre sèche, il y avait des headbenches, des choses de ce type-là, donc des choses qu'on retrouve d'habitude plutôt sur des espaces très naturels. Donc là on a mis vraiment en pleine ville sur une place plutôt minérale du coup, donc évidemment pas pour que ça accueille directement de la biodiversité, mais plutôt justement pour sensibiliser aussi les habitants, pour pouvoir communiquer sur ce qu'on fait par ailleurs aussi. On a un dispositif de micro-implantation qu'on appelle Végétalise ta rue, donc c'est des dispositifs de végétalisation participative comme beaucoup de collectivités ont également, où en fait on conventionne avec les riverains, les habitants qui souhaitent pouvoir débitumiser, décrouter une petite bande le long de leur propriété, une petite bande de trottoir, on leur fournit quelques végétaux. C'est pareil, c'est assez classique, mais ça fonctionne plutôt bien. On a un gros programme sur les cours d'école, on a 16 groupes scolaires et une trentaine de cours d'école du coup, avec un engagement qui avait été pris par les élus de débitumiser et végétaliser toutes les cours d'école du coup sur ce mandat. On y est quasiment, il en reste deux du coup qui vont être terminés en 2026, donc juste après la fin du mandat, avec un objectif à chaque fois du coup d'avoir après intervention 50% de la surface du coup qui est perméable, végétalisé ou non. Parfois c'est aussi des copeaux selon les usages. Et ce qui fait notre spécificité, peut-être par rapport au retour d'expérience que j'ai pu voir d'autres collectivités sur ce sujet-là, c'est qu'on a un très gros travail de concertation avec les enseignants, le périscolaire et les enfants, les élèves, pour construire avec eux la cour. En fait, on n'a pas du tout un bureau d'études qui vient poser un projet et après un petit peu concerter pour le faire accepter. On est vraiment sur une phase de co-construction avec des séances de sensibilisation des enfants avant sur le cycle de l'eau, la biodiversité, les îlots de chaleur, etc. Et après, on leur fait construire des maquettes, etc. pour qu'ils construisent leur cour idéal. On vérifie évidemment que techniquement ce soit faisable, mais on est vraiment sur de la co-construction du coup avec les usagers principaux, quoi. On a un programme un peu équivalent sur l'espace public. Du coup, quand on reprend des voiries, typiquement, on essaye de le plus possible végétaliser en même temps et débitumiser, de l'ouverture de nouveaux parcs, des vergers urbains, donc c'est assez classique, et du soutien à différentes formes de jardinage, donc des jardins familiaux, des jardins partagés, etc. Pareil, ça reste assez classique.
Sur le volet sensibilisation, on a des potagers dans toutes les écoles ou presque. La débitumisation des cours d'école permet aussi du coup d'en ajouter du coup quand il n'y en avait pas. On a des événements ponctuels comme une fête de la nature tous les ans, une miel party avec on a un rucher pédagogique du coup qui est utilisé pour des animations où chaque année au moment de la récolte du coup on organise une fête avec différents partenaires, etc. On distribue un petit peu de miel, des visites des serres de production, par exemple du service des espaces verts, des choses de ce type-là aussi. Des actions de sensibilisation avec les associations naturalistes partenaires, donc on travaille beaucoup avec la LPO, avec France Nature Environnement, une société des naturalistes et archéologues de l'Ain aussi, du coup qui est implantée chez nous. Voilà, donc on les finance pour des interventions dans les classes, des interventions de sensibilisation, des choses de ce type-là. Pour le rocher pédagogique, j'en ai parlé un peu avec la miel partie. On a de l'arrosage hippomobile aussi, du coup, en été pour, pareil, ça crée une petite animation où en fait on a un prestataire qui vient avec une calèche pour arroser quelques sites en centre-ville, même si on a relativement peu d'arrosage et qu'on a eu un gros travail là-dessus pour le rationaliser. Des chantiers participatifs avec les riverains, les écoles et les centres sociaux et des interventions sur le temps périscolaire, sur le volet nature, biodiversité. Donc c'est aussi le côté opportunité avec les cours d'école qui sont végétalisés pour faire vivre ces cours d'école. Et en fait, on a des agents de périscolaire en interne qu'on forme et qu'on outille avec des outils pour que sur les temps périscolaires, ils puissent proposer des activités un petit peu nature, soit dans les cours d'école, soit en sortant dans des espaces à proximité, en bord de rivière, dans les parcs, etc. J'ai une question, Antonin. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes de rats dans les vergers? Clément, c'est peut-être toi qui... Alors, rats dans les vergers, pas particulièrement. J'ai déjà constaté effectivement disons, des périodes propices à la sortie de rats au niveau de la fructification des pommes ou des figues notamment, où apparemment ils ont l'air très friands de ça. Mais ça reste ponctuel, quoi. Donc, dans certains jardins familiaux, ça m'est arrivé. On avait quelques pommiers dans une école aussi où des rats avaient pris l'habitude de venir manger les pommes. Donc, on voyait bien, puisqu'ils mangeaient pas la peau, donc ils rongeaient tout l'intérieur. C'était assez particulier. Donc, oui, les rats peuvent être attirés par les fruits à certains moments précis de l'année. Après, des infestations massives, non, de ce que j'en sais. Voilà. Et une deuxième question, tant qu'à faire, c'était plus sur la diapositive d'avant, mais est-ce que du coup la possibilité de coupler des actions vélo, retrait de la voiture en ville avec des opérations de renaturation, ça permet des fois de faire passer un peu le message ou ça permet de justifier peut-être plus facilement plusieurs actions dans un seul bloc? Oui, complètement. Il y a des choses qui se recoupent typiquement. Alors, je n'ai pas détaillé, mais une opération un petit peu exemplaire qu'on aurait pu mettre en avant, c'est la requalification de la Letchal. Donc, c'était une rue qui était vraiment quasiment en plein centre-ville. Une allée centrale, la rivière qui était partagée en deux canaux, du coup, de part et d'autre. Donc, c'était historique. Hein, ça avait été... ça devait faire 200 ans que c'était comme ça, une voie qui était utilisée du coup par les voitures mais aussi par les bus, et en fait dans le cadre de la renaturation de la rivière, il fallait qu'on redonne de l'espace à la rivière, c'était un point un petit peu dur, et du coup le choix qui a été fait, ça a été de supprimer la voirie centrale, de réunir les deux canaux, de les faire reméandrer dans un seul cours d'eau, avec un fonctionnement beaucoup plus naturel. Et en fait, la voirie a été complètement supprimée. À la place, on a créé simplement une piste cyclable et un espace piéton. Donc ça peut des fois complètement aller ensemble, avec beaucoup plus de végétation aussi forcément que ce qu'il y avait avant sur ce site-là, et un gros programme partenarial avec l'agence de l'eau, avec forcément le syndicat de rivière aussi qui menait les travaux sur la rivière, et puis un programme quand même assez vraiment ambitieux là du coup sur un secteur précis, mais sur d'autres secteurs c'est pareil. Oui, en fait on a globalement, quand on intervient
sur des boulevards, on a une grosse politique cyclable aussi. Donc qui rentre pas dans le cadre tout à fait du plan nature en ville. Donc je l'ai pas cité, mais typiquement on a été lauréat sur le baromètre des villes cyclables. Du coup, on est numéro 1 cette année-là sur les villes moyennes. Habituellement, on était plutôt numéro 2, du coup on a gagné une place. Donc on a aussi une grosse politique cyclable, et notamment qui passe par du déploiement de pistes bidirectionnelles sur les boulevards. Et en fait, quand on intervient sur les boulevards pour faire une piste bidirectionnelle, en général, on supprime une voie de circulation voiture, on crée la piste bidirectionnelle et du coup on ajoute des arbres. Ça va un peu ensemble. Il y a quelques cas où on n'a pas pu ajouter de végétation, mais globalement, on en profite pour cumuler, oui, souvent. Et dernière question, comment se fait la prévention pour les gîtes de moustiques tigres si c'est installé? Eh ben, on va en parler juste après. Parfait. Quelle transition. Tout à fait. Et du coup, oui, on voulait détailler un petit peu sur. Alors, ça répond pas à une action spécifique du plan Nature en ville, mais depuis plusieurs années, on accueille des équipes de services civiques. Alors, ils ont des fois un petit peu changé de nom. Au début, ils s'appelaient éco-volontaires. Ensuite, des fois, depuis l'année dernière, c'était services civiques écologiques. Mais du coup, c'est des dispositifs Alors, au niveau national, il y a le service civique qui existe. Il y a des missions qui peuvent exister, il y a dédiées à l'environnement. Et du coup, voilà, ça fait des années qu'on fait ça, et on trouve une vraie plus-value et une vraie complémentarité du coup sur les actions justement que Clément peut mener de son côté, que moi je peux mener de mon côté aussi. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on voulait axer la présentation. En quelques mots, simplement le service civique du coup au niveau national. Donc ça existe depuis 2010. C'est pour des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour des jeunes en situation de handicap, avec une durée de 6 à 12 mois et une indemnité d'un peu plus de 600 € par mois. Donc c'est pas un salaire, ils sont pas salariés, ils sont volontaires, mais ils ont une indemnité. Et donc il y a possibilité, vous connaissez déjà sûrement tout ça, d'avoir des services civiques directement dans les services et dans les collectivités, mais on peut aussi passer par une association qui s'appelle Unicité, qui regroupe du coup avec lesquels les jeunes du coup sont en contrat, qui s'occupent du recrutement, de l'aspect administratif, d'une bonne partie de l'aspect formation et accompagnement aussi. Et en fait, ils constituent des équipes de 4 jeunes qui les positionnent ensuite sur des missions. Et donc nous, on passe une convention avec Unicité pour l'accueil de volontaires tous les ans, et donc ils sont en contrat avec Unicité, mais ils réalisent des actions principalement pour le compte de la ville, et en fait ils sont dans nos locaux, et ils travaillent pour nous quoi. Donc on a la convention avec Unicité, on les finance sur le sujet. Je pourrais détailler un petit peu, mais on a selon les années et les opportunités, du coup je vais passer à celle d'après du coup tout de suite, mais on a testé un petit peu différents formats avec aussi différents taux de financement de notre part qui étaient parfois très élevés, parfois beaucoup moins, selon un petit peu les opportunités aussi qu'on avait, et du coup plus ou moins de présence. Mais globalement, ce qui se recoupe, c'est qu'en fait, ils sont présents dans les services de fin octobre à début juin, en équipe de 4. Il y a évidemment besoin de les accompagner. On est sur des jeunes qui sont avec des profils parfois très différents. Dans les équipes de 4, très souvent, comme ce qu'on propose, nous, c'est des missions nature avec des chantiers nature, etc. On a des jeunes qui sont vraiment intéressés et passionnés par ce sujet-là, qui sortent d'un BTS gestion et protection de la nature, d'une licence de bio, qui voulaient faire un master mais qui n'ont pas été pris, donc qui font une année de césure et du coup qui font un service civique pour se faire un petit peu d'expérience. Quasiment tous les ans sur notre équipe de 4, on en a 2 qui ont un petit peu ce profil-là, études supérieures en lien avec l'environnement ou un vrai fort intérêt pour le sujet, du coup qui sont vraiment souvent très moteurs dans l'équipe, et pour équilibrer un petit peu, puisque la volonté, le sujet du service civique, c'est aussi de pouvoir accompagner des jeunes qui sont des fois un peu plus en difficulté. Souvent dans l'équipe, on a des jeunes qui sont plus en décrochage scolaire. Des fois, c'est des mineurs qui ont arrêté le lycée parce qu'ils avaient des soucis de phobie scolaire, des choses de ce type-là. Donc souvent, on a une équipe qui est un petit peu
hétérogène, mais ça crée des vraies dynamiques de groupe intéressantes et une vraie progression des jeunes sur la durée où on a vu des changements qui étaient assez exceptionnels. Enfin, il y a quelques jeunes où vraiment entre le moment où ils sont arrivés et la fin, on se dit que ça n'a pas servi à rien. Alors déjà pour les missions pour la ville, ça a évidemment été intéressant, mais du coup pour eux dans leur parcours de vie, on se dit que ça a vraiment été utile aussi, quoi. Sans trop détailler, mais du coup les différents formats qu'on a testés, en fait initialement quand je suis arrivé moi à la ville en 2021, il y avait déjà des partenariats, mais où ils étaient chez Unicité, dans les locaux d'Unicité, plutôt les jeunes, les volontaires, et ils venaient ponctuellement faire des missions avec la ville. Quand je suis arrivé, que j'ai repris un petit peu le dossier, que j'ai regardé avec Unicité du coup ce qu'on pouvait leur faire, en fait, on s'est vite rendu compte que si on voulait les occuper que sur des missions de la ville, on avait largement de quoi leur faire. Eux, ça les intéressait aussi en termes d'accompagnement, parce que du coup, ils gèrent plusieurs équipes en même temps, donc ça leur permettait d'avoir une équipe qui était un petit peu plus autonome et accompagnée, y compris sur qu'est-ce qu'on va faire après le service civique, etc. Du coup, par un partenaire, et qu'eux, ils passent un peu moins de temps, du coup, pour avoir plus de temps pour accompagner leurs autres équipes. Donc on a commencé initialement comme ça avec une équipe de 4 qui était rattachée 2 jours par semaine du coup à la ville au service développement durable, donc qui était vraiment rattaché à mon service, et ponctuellement on faisait des actions un peu plus transversales ou avec d'autres services, donc typiquement avec Clément sur des questions d'hygiène, santé publique, où il pouvait venir en renfort ou avec les espaces verts, mais ça restait globalement vraiment ponctuel, et ils étaient principalement avec moi. Et ensuite on a testé d'aller un peu plus loin, et en fait on a fait 2 équipes l'année suivante, où il y a eu une équipe du coup qui était avec moi et une autre équipe du coup qui était rattachée directement au service hygiène santé publique, donc avec Clément. Donc c'était pas les mêmes jeunes, ils étaient là 2 jours par semaine à chaque fois, mais en fait ils partageaient les mêmes locaux. Il y en a qui étaient là en début de semaine, d'autres en fin de semaine. Donc ça nous permettait quand même de mutualiser un petit peu certains éléments, certains équipements, les PC, le téléphone pro, des choses comme ça. Par contre, en termes de dynamique, on s'est rendu compte que c'était pas ce qui fonctionnait le mieux. Voilà, c'était lourd en termes de suivi, parce qu'il y avait 2 équipes différentes à suivre. Au final, on mutualisait pas grand chose non plus. Et donc l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une seule équipe de 4 volontaires, mais cette fois-ci qui était là 4 jours par semaine. Donc en fait, ils sont sur des semaines de 4 jours, ils font 28 heures. Donc en fait, ils étaient à temps plein chez nous, avec à la fois du temps pour le service développement durable et du temps pour le service hygiène santé publique. Et du coup, ça fonctionnait vraiment très bien, et avec une vraie complémentarité entre les actions d'un service et de l'autre. Par contre, ils ont eu des baisses de financement de l'État, comme un peu tout le monde, du coup, le programme de service civique. Donc sur cette année, on a dû repasser sur le même principe, mais seulement 2 jours par semaine. Donc on va leur faire un peu moins de choses forcément, parce que du coup, côté Unicité, ils avaient moins de financement, et que nous, on n'a pas pu être suffisamment réactifs du coup pour compenser cette baisse de financement, et pouvoir maintenir une équipe qui serait présente 4 jours par semaine. C'est vraiment très complémentaire. On va détailler un peu plus derrière les missions qu'on leur confie, mais c'est ça qui nous semblait intéressant vraiment de mettre en avant, c'est la complémentarité entre les différentes missions, où en fait moi je leur fais faire principalement des chantiers nature, donc typiquement c'est de la plantation de haies, où du coup c'est en hiver, et en fait au printemps ils avaient un peu moins de choses à faire souvent. On leur faisait faire un petit peu plus du suivi, des inventaires, des choses comme ça, mais c'était des fois un peu moins structuré, et selon les profils, on doit aussi s'adapter forcément à leurs compétences, donc on pouvait pas toujours leur confier des choses très intéressantes, très précises, etc. Et à l'inverse, les actions de lutte plutôt contre les espèces à enjeu pour la santé, que ce soit le moustique, les chenilles processionnaires, les frelons à pattes jaunes, au final on est sur des actions qui ont lieu principalement au printemps,
et du coup c'est assez complémentaire en termes de calendrier, mais aussi en termes de dynamique. L'année où Clément a eu une équipe rattachée complètement à son sujet, en fait à la fin ils nous ont quand même fait un peu le constat que ils étaient quand même beaucoup sur des aspects environnementaux négatifs, lutter contre des espèces qu'on n'a pas trop envie de voir, etc. Et c'est vrai que pour des jeunes voilà, entre 16 et 25 ans, où du coup ils sont venus pour faire une mission en faveur de l'environnement, à la fin, bon, ils étaient contents, ça s'est bien passé, ils ont fait quand même globalement du bon travail, je pense que tu confirmeras, ou Clément, je pense, mais voilà, pour certains, on sentait qu'il y avait un petit peu de frustration à se dire, en fait, on n'a fait que des actions de lutte, c'est pas des actions positives, quoi. Donc ça permet vraiment cette complémentarité. Et du coup, ça nous intéresse aussi dans la logique une seule santé. Donc je vais pas le développer plus que ça. Je pense que vous le connaissez tous. Mais du coup, sur le lien entre la santé de l'environnement, de la santé humaine, de la santé des animaux, où du coup, voilà, avec cette approche, on sait que si on veut avoir une société et des individus humains en bonne santé, on a intérêt à ce que l'environnement soit également en bonne santé, que la faune, la flore soit en bonne santé, que ce soit évidemment les animaux sauvages ou domestiques. Et du coup, voilà, on leur présente maintenant un petit peu la démarche par cet aspect-là, en leur expliquant que du coup, ils vont faire à la fois des actions favorables à la biodiversité pour accueillir des espèces et des actions du coup spécifiques de lutte contre certaines espèces qui sont problématiques justement pour des questions de santé publique. Donc sur les missions principales, on leur fait planter des haies bocagères. Chaque année, on est entre 500 et 1 km de haies du coup qu'on plante, on va dire, avec une composition très variée. On est sur du végétal local en général. On est sur au moins une trentaine d'essences, des fois un peu plus, différentes du coup qui est plantée, avec des strates différentes, arbres, arbustes, cépées évidemment. Et ça, c'est principalement en hiver évidemment, puisque les plantations, on va dire que c'est fin novembre à février, ça dépend un peu de la météo, mais donc principalement ça, et on leur fait entretenir aussi du coup les haies qui ont été plantées par les promotions des années précédentes. Donc pendant 2 ans, du coup, ils font le suivi, le désherbage, la recharge du paillage des années précédentes. Donc ça les occupe déjà un petit peu, parce qu'on a des secteurs qui sont des fois un peu compliqués, avec pas mal de végétation aux abords, des orties, des choses comme ça, où du coup, voilà, on fait passer un entretien mécanique aussi sur les abords pour dégager un petit peu, mais évidemment, mais après il y a pas mal de travail manuel, donc ça les occupe bien, et ça nous permet, nous, clairement, de faire des choses qu'on faisait peu avant. On avait déjà des fois des plantations de haies, mais ça restait vraiment ponctuel. Là, ça a permis de systématiser un petit peu les choses sans venir surcharger les services qui sont d'habitude en charge des plantations. Donc typiquement le service espace vert, qui en fait en termes de plan de charge avait pas les moyens de venir s'ajouter cette charge de travail là. Donc ça nous permet de restaurer des continuités écologiques, d'apporter de l'ombrage le long de cheminements doux, des choses de ce type-là. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'agglo, on a un marathon de la biodiversité. Donc en fait, les plans sont financés et on est indemnisé pour le travail de plantation. Et donc en fait, depuis 3 ans, le partenariat avec Unicité est un peu monté comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'avais défendu auprès des élus et de la direction générale, où en fait, pour nous, on fonctionne à coût constant, où en fait, c'est la subvention du marathon de la biodiversité qu'on touche pour le temps dédié à la plantation, à la fourniture de la matière pour pailler, etc. Du coup, qu'on reverse à Unicité en fait. Donc nous, en termes de coûts, on n'a pas c'est un impact zéro pour la collectivité. On touche une subvention d'un côté qu'on reverse à Unicité, puisque le temps de travail effectif, c'est eux qui le font. Alors après, normalement, c'est aussi pour la préparation du sol, etc. C'est principalement pour ça qu'on touche la subvention. Et ça, évidemment, c'est pas eux qui vont le faire, c'est mécanisé, et c'est d'autres services techniques qui le font. Mais voilà, ça nous permet un fonctionnement qui, au final,
pour nous est vraiment indolore en termes de budget et du coup qui fonctionne bien. Alors après, la limite, c'est que le marathon de la biodiversité, il est pas éternel. Donc on réfléchit aussi à d'autres pistes pour pouvoir poursuivre dans les années à venir. Ils interviennent aussi beaucoup sur la débutimisation des cours d'école. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une grosse phase de co-construction avec les utilisateurs, donc les enseignants, les enfants, et notamment avec les enfants où on leur fait construire leur cours idéal. Donc, c'est ce que vous voyez sur la maquette en bas, où en fait, après des temps de sensibilisation, ils ont des maquettes qui représentent la cour d'école avec son état existant et du coup ils en discutent entre eux, à quel endroit on voudrait ajouter des arbres, à quel endroit on voudrait ajouter de l'herbe, à quel endroit on voudrait plutôt que ce soit des copeaux, à quel endroit on veut garder du goudron parce que c'est l'endroit où on fait du vélo ou de la draisienne, etc. Donc tout ça, ils le font en petits groupes et du coup, ça nous aide bien d'avoir les services civiques sur la période où on le fait, puisque c'est une collègue qui fait toute la phase de concertation et du coup, ça permet d'avoir plus de monde pour animer, suivre un petit peu les différents groupes quand on est dans une classe et aussi pour préparer les maquettes des cours d'école puisqu'elles sont faites à l'échelle, un peu en papier crépon là, et que ça demande quand même un peu de temps de les découper, de les dessiner à la bonne échelle, etc. Donc c'est souvent des choses qu'ils font eux, surtout qu'il faut en faire, faut faire, je crois que c'est 4 maquettes par classe, on voit à chaque fois 2-3 classes par cours d'école, donc voilà, ça fait quelques maquettes à préparer quand même, quoi. Je passe un peu vite, mais n'hésitez pas, du coup, hein, si pas toujours pareil, si vous avez des questions. Et ensuite, donc dans les missions qui sont plutôt avec Clément, il y a le piégeage des reines fondatrices de Frelons à pattes jaunes. Donc ça, c'est plutôt au printemps. Donc la complémentarité que j'ai indiquée tout à l'heure avec les plantations de haies, où on est à la fois sur des objectifs de santé publique, hein, éviter d'avoir on sait qu'il y en aura toujours, mais éviter d'avoir trop de nids de frelons asiatiques. Dans des espaces très urbanisés avec beaucoup de fréquentation, et puis protéger aussi les ruchers évidemment. Et donc concrètement, c'est eux qui, pour partie, installent les pièges, même si la plus grosse partie, c'est quand même plutôt Clément qui les installe pour identifier les meilleurs emplacements, etc. Par contre, après, il y a un suivi qui est quand même assez chronophage. Hein. Faut repasser, recharger en appât, compter combien il y a de rames de frelons qui ont été pris dans les pièges, vérifier s'il n'y a pas de prise accessoire aussi, etc. Donc ça prend du temps et du coup, c'est une mission qu'on leur confie aussi où ils font le tour. Ils font le tour d'une bonne partie des pièges pour s'assurer que ça fonctionne bien. Sur les Est-ce que moustiques vous ac- tigres, du coup, il y a Ah, pardon. Oui. Non, non, Est-ce vas-y, que, vas-y. est-ce que vous accompagnez aussi les habitants et vous formez d'une manière ou d'une autre pour installer des pièges dans les domiciles, enfin dans les jardins plutôt des habitants? Tu veux répondre, Clément, du coup Ouais, je vais répondre. Alors, pour l'instant, pas vraiment, bien qu'on se soit porté auprès de pas mal d'habitants, de copropriétés ou de jardins familiaux, des choses comme ça, histoire d'avoir aussi un certain nombre de personnes qui puissent être autonomes pour gérer ces pièges. Donc voilà, donc on a un réseau de personnes qu'on connaît, et puis aussi les gens qui ont eu des nids les années précédentes, on a conservé leurs coordonnées et on a pu voir avec eux. Voilà, donc oui, il y a eu une participation aussi à la fois de présidents de syndic, de jardiniers dans des jardins familiaux, de personnes, voilà, d'habitants lambda, donc qui ont pu participer à ça. Après, je pense on va essayer de le développer pour les années à venir, parce qu'on se rend compte que voilà, le maillage des pièges, voilà, on avait 80 pièges, donc il était ce qu'il était. Je pense qu'il faudrait qu'on renforce encore un peu plus donc ce maillage. Donc oui, je pense qu'à l'avenir, on va se porter de plus en plus vers inciter les gens à acheter des pièges, à acheter les bons pièges qui soient sélectifs, qu'on prenne pas n'importe quoi dedans, qu'on piège dans de bonnes conditions avec les bons appâts, et voilà. Donc oui, je pense que ça va être amené à se développer, en tout cas. Ouais, je complète peut-être, alors très personnellement, hein, ce qui se fait notamment dans ma Comcom en Isère, du coup, nous on a ça dans les écoles, où les enfants ils apprennent, il faut ramener des bouteilles en plastique, les enfants ils apprennent à faire leur truc avec les 2 bouteilles en plastique, et avec du coup un piège sélectif, avec bien faire attention. J'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal, en tout cas nous chez nous on en a des faits maison qui sont assez efficaces, mais du coup c'est bien parce que ça sensibilise les enfants dans les écoles, et puis ensuite ça s'est ramené dans les jardins.
C'est fait dans les brocantes aussi, enfin dans les événements, il y a toujours un stand spécifique. Ok. Bah, nous, la crainte qu'on a un peu sur les pièges faits maison, c'est justement le côté sélectivité, où pour l'instant, les retours d'expérience qu'on a sont quand même pas. Là, on a testé plusieurs modèles, nous, du coup, sur le marché, et déjà en termes de sélectivité, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors, on a. Voilà, c'est pas tout catastrophique non plus, mais des fois, c'est quand même un peu moyen, quoi. Et là, du coup, c'est le Bivital, du coup, c'est celui-là maintenant. Ouais. Où du coup on a vraiment enfin, je crois qu'on n'a eu aucune prise accessoire du coup l'année dernière Ou très ou très peu, quasi pas ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Où là Ouais, on c'est a vrai que trouvé moi, un celui que j'ai modèle chez moi, où il est pas vraiment mal. ouais. Ça piège Non, pas bah, d'abeilles, pas de gros, pas d'autres frelons en vrai. Moi, il y en a un ou deux qui passent dedans dans tous les cas, mais bon, bref, c'est peut-être pas le sujet de là non, maintenant. mais bah, ce sera intéressant de voir d'avoir un modèle éventuellement ou un tuto comme ça on pourra tester aussi. Ouais, faudrait que je retrouve ça, c'est une association qui. Enfin bref, merci. Dans les missions principales, du coup, il y a la lutte contre le moustique tigre aussi. Nous, on est impacté, donc je sais pas si vous êtes tous concernés sur vos territoires, mais où on avait déjà évidemment des actions de lutte contre les moustiques autochtones, un peu plus classiques, mais où là, en fait, que ce soit en termes de santé publique ou de confort des habitants, dès qu'on commence à avoir des populations de moustiques tigres un peu conséquentes, c'est juste invivable. Les gens peuvent pas être dehors même en pleine journée puisqu'ils piquent en journée, donc c'est vite très problématique. Et du coup, alors nous, on a une entente interdépartementale de démoustication qui intervient aussi, par exemple, à la demande des habitants ou de la collectivité. Mais en fait, on a un gros enjeu de sensibilisation et ils peuvent pas se démobiliser, enfin se démultiplier pour être mobilisés de partout non plus. Donc concrètement, ils vont neutraliser des lieux de ponte sur certains sites municipaux, typiquement les jardins familiaux qui sont du coup du foncier municipal, mais où il y a les jardiniers, des jardiniers citoyens, où on s'était rendu compte qu'il y a quand même souvent entre les récupérateurs d'eau de pluie, des vieux pots de fleurs, des barquettes, des arrosoirs, etc. En fait, il y a souvent une multitude de lieux de ponte et c'était souvent un peu des nids. Le cimetière aussi avec les coupelles, des choses comme ça. Donc en fait, on les fait intervenir déjà sur ces sites-là à nous. Il y a 2 ans, ils avaient expérimenté aussi, ils avaient fait du porte-à-porte sur certains quartiers, du coup, pour sensibiliser, pour proposer aux gens potentiellement de leur faire un diagnostic aussi des sites de ponte potentiels qu'ils avaient chez eux. Ça fonctionnait pas trop mal, mais en fait, en termes de temps, d'efficacité, on sait qu'on peut, voilà, on peut pas être de partout non plus. Donc là, sur les dernières années, on a plutôt privilégié vraiment les interventions sur certains sites spécifiques comme les jardins familiaux et des actions de communication, de sensibilisation. Donc ça peut être des stands sur certains événements, des choses de ce type-là. Et après, ils ont fait des petites vidéos. Donc, on va vous en montrer une. Hop. Donc ça, c'est fait avec le service communication, hein, évidemment, qui a filmé, mais du coup, c'est des services civiques là qu'on voit en action, qu'on rédigé aussi du coup un peu le prompt, le déroulé de la vidéo, etc., qui ont montré les exemples et tout. Donc ça fonctionne plutôt bien sur des petites vidéos comme ça qu'on diffuse après sur les réseaux sociaux et tout. Hop, voilà. Donc Ok. c'est des petites vidéos assez courtes. Eux, bah c'est pareil, ça dépend aussi des profils, mais l'année où celle-là de vidéo elle a été tournée, on avait dans l'équipe un jeune qui touchait plutôt pas mal en informatique et en vidéo, donc qui a y compris c'est lui qui a fait les montages, je crois, Oui, oui. Clément. Non ouais, c'est ça. Du coup, Enfin, c'est il a aidé la, aussi. ouais.
C'est la com a filmé et après lui il a fait les montages ou c'est eux qui ont filmé même, non? Non, Je je sais crois même que c'est plus. l'inverse en fait. C'est eux qui ont filmé et après ils ont fait les montages ensemble avec le service Avec la com. com. Ouais. Ok. Mhm. Mais Il y voilà, du a, coup, sur certains trucs, ils peuvent même presque être autonomes et on leur laisse toujours un peu de marge justement pour qu'ils soient aussi force de proposition selon leur profil, hein. On a toujours, voilà, quand on prépare le plan de charge au début, on garde toujours un peu de marge ou selon les profils, leurs appétences, on essaye d'adapter un peu et de voir aussi de voir ce qu'on peut faire avec eux qui et les intéresse et nous serait des choses qu'on n'aurait pas priorisées parce qu'on ne savait pas forcément qu'ils avaient ces compétences là, quoi. ok. On a une question, enfin une main levée en tout cas, Valérie. Je vous Oui, invite à poser bonjour. votre question en direct. J'ai une petite question par rapport aux jardins familiaux. Nous, on s'était heurtés parce que les jardins familiaux, chaque jardin est privé. Et bah, ça passait assez mal quand on vient les voir. Alors, ils sont contents de nous montrer tout ce qu'ils font dans leur jardin. Mais dès qu'on pointe quelque chose par rapport à la façon dont ils récupèrent l'eau, ça passe pas toujours très très bien. Et voilà, mais bon, je me dis que peut-être qu'on peut revoir et en leur proposant effectivement de leur installer, les aider à installer des moustiquaires, ça passerait peut-être mieux. Mais je voulais savoir si ils ont eu des expériences dans ce type avant. Bref. Ouais, alors en fait, nous, les jardins familiaux, on a c'est à chaque fois géré par une association, le jardin familial en tant que tel, et après ils ont chacun leur petite parcelle dessus. Et en fait, on a un suivi qui est assuré déjà un peu enfin qui est assuré par les espaces verts, où typiquement quand ils ont certains, alors leurs outils de jardinage, c'est à eux. Par contre, ils ont des cabanes pour les ranger, des cabanes à outils, et les récupérateurs d'eau, du coup, sont financés par la ville. Donc en fait, ça nous fait quand même aussi on a aussi un levier où en fait il y a la cabane et s'il y a besoin de réflexion sur la cabane ou s'il y a besoin de changer le robinet du récupérateur d'eau ou des choses comme ça, du coup en fait c'est la ville qui prend en charge. Donc ils nous voient quand même régulièrement et comme on leur paye des trucs, on n'est pas trop mal accueillis en général, on va dire ça comme ça. Après, des fois, ça a quand même été problématique hein, sur certains sites où ils ont pas trop envie de le faire, ou du coup, comme là, du coup, les tulles, c'est les jeunes qui les ont installés, et en fait, si on repasse 3 mois après, on se rend compte qu'il y en a la moitié qui ont été enlevés, quoi. Mais ouais, c'est pas toujours C'est un bon très début. simple à gérer non plus. Mais... C'est un bon début. Mais c'est vrai que nous, ça dépend des jardins, hein. Il y a des jardins où tout se passe bien, on n'a même pas besoin de dire grand-chose, ils font tout seuls, puis il y a des jardins où il y a des freins, quoi. Bon, c'est comme Oui, c'est un petit peu ça aussi. Nous, on en a surtout un où c'est un peu plus problématique, mais oui, oui, ouais, c'est pas toujours. Faut forcément qu'il soit quand même de bonne volonté, quoi. Après, voilà, on essaye de toujours prévenir le président de l'association, du coup, qu'on va passer, que du coup, là, l'avantage avec les jeunes en service civique, c'est que du coup, on pouvait se permettre de prendre un petit peu plus le temps aussi. Donc typiquement, ils allaient passer une demi-journée dans le jardin, discuter avec les jardiniers, attendre de voir un peu qui arrivait pour leur expliquer, pour faire avec eux, etc. Alors que d'habitude, si on envoie un service pour des collègues pour installer quelque chose, souvent en termes de plan de charge, on arrive un peu moins à prendre de temps, quoi. Donc on y va, on installe le truc, on repart, quoi. Et du coup, ça permet ce côté pédagogie, explication, un peu accompagnement au changement. Là, ça donne quand même cette vraie plus-value où finalement ils passaient un peu de temps dans le jardin, ils y allaient des fois plusieurs fois pendant plusieurs semaines de suite, passer une demi-journée dans le même jardin, et du coup, ça permet de croiser un peu les jardiniers, de discuter et de faire accepter aussi les choses, quoi. Merci. Et après, donc dans les autres missions principales, on a des actions de lutte contre les chenilles processionnaires, donc ça passe aussi par de la sensibilisation, des vidéos, des choses comme ça. Et ils font aussi des repérages de cocons, notamment de la comptabilisation. En fait, on fait intervenir un prestataire pour faire de l'échenillage. Et forcément, pour le devis, il faut lui dire combien il y a de nids sur quel secteur, combien il y en a par arbre, etc. Donc c'est eux qui vont faire les comptages en amont. Et ensuite, ils accompagnent le professionnel sur le terrain, où en fait, avec la perche qui fait plusieurs mètres de long pour l'échenillage,
parfois elle peut, voilà, il y a forcément les branches avec les cocons qui tombent, il y a la perche qui peut des fois aussi, en termes de poids, finir par basculer dans l'herbe, etc. Et en fait, comme ça des fois attire un peu les curieux qui se demandent ce qui se passe, finalement on fait accompagner ces interventions-là par l'équipe de service civique qui du coup peut se répartir un petit peu autour pour faire délimiter un petit périmètre de sécurité et puis du coup qui est disponible aussi pour expliquer ce qui se passe aux passants, faire un petit peu de sensibilisation, alors que le professionnel, sinon, est interrompu à chaque fois pendant ses interventions parce que les riverains viennent lui demander, mais du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez des branches à l'arbre, machin, etc. Donc ça permet que lui soit concentré sur sa tâche et que du coup la partie plutôt échange avec les riverains du coup soit effectuée par les services civiques. Ils ont fait des petites vidéos aussi, donc il y en a une, comment poser un écopiège typiquement, qu'on peut éventuellement regarder, mais sinon on peut passer vite. Et en complément des actions ponctuelles, donc soit en soutien des services ou avec des partenaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de leur des fois un peu de leur appétence, on leur laisse aussi la possibilité de prendre contact, typiquement avec les associations naturalistes, voir s'il y a des chantiers nature à faire avec eux, des choses de ce type-là, où du coup ça leur permet de croiser d'autres personnes, de faire aussi d'autres actions, d'être un peu dans un autre cadre, des fois de sortir aussi du territoire communal. Ils font des fois des choses du coup qui sont pas sur le territoire de la ville, mais un petit peu plus loin. Mais voilà, ça permet de diversifier un peu les actions. Ça reste quand même plutôt minoritaire, mais voilà, par exemple, ils sont allés faire de la traversée d'amphibiens sur un crapauduc pour leur faire traverser la route. On les avait associés sur des pesées dans des écoles sur des diagnostics de gaspillage alimentaire, du coup pour venir en soutien pour le tri, pour pouvoir peser, des inventaires et diagnostics de mares sur des territoires, des actions de sensibilisation un petit peu diverses, et puis du coup de la création de mares où pareil c'est plus ponctuel. Nous on en fait pas mal, mais du coup dans le cadre des travaux de renaturation de la rivière où on a des chapelets de mares associés qui sont créés, mais du coup qui sont faits de manière mécanique et par les groupements de travaux publics qui interviennent sur la rivière. Donc on n'a pas de petits chantiers participatifs, on va dire. C'est arrivé et ça pourra revenir, mais du coup sur d'autres territoires, chez des particuliers, chez des agriculteurs, dans le cadre du marathon de la biodiversité par exemple, ils ont pu être amenés aussi à créer ça. Et on a mis nos coordonnées évidemment derrière, si besoin. Et s'il y a des questions, C'est le moment d'ouvrir les micros, on est en direct. J'avais une question d'Ariane Roseau de l'ADEME, du coup, qui demandait si les travaux que vous menez, du coup, s'inscrivent dans un esprit One Health. Est-ce que vous avez organisé une gouvernance spécifique, par exemple, avec un écologue, un vétérinaire, des acteurs de santé publics, ou pas forcément? Non, pas sur le côté vraiment One Health. On a après des dynamiques territoriales santé-environnement avec pas mal d'acteurs de la santé publique, d'acteurs de l'environnement aussi. Et après nous, du coup, sur le côté gouvernance, on est vraiment sur de l'interne. Moi, à la base, j'ai un profil plutôt écologue, justement, donc c'est plutôt en interne, mais par contre, sur la gouvernance, vraiment du côté plan nature en ville, etc., on ne s'est pas associé plus largement que ça à une gouvernance spécifique. On a nos partenaires classiques, qui sont principalement les associations naturalistes, du coup, qui ont été associés à la définition du plan nature, qui sont associés là où on est en train de travailler sur une nouvelle version qui passerait probablement par un atlas de la biodiversité communale, du coup pour relancer une nouvelle dynamique et poursuivre la démarche, mais non, il n'y a pas de gouvernance plus large spécifique. Hormis sur le côté santé, mais c'est peut-être plus toi Clément et même peut-être encore plus chez Lucie et tout ça, du coup avec les démarches territoriales santé et tout ça là. Oui, puis avec le fait qu'on soit aussi dans le réseau français des villes santé de l'OMS, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec d'autres villes. Puis là aussi, peut-être parler très brièvement
aussi du CLS qui vient d'être, du Conseil local de santé qui vient d'être signé avec 2 autres communes, donc pilotées par une collègue, Lucie Péchard, avec un volet sur les espèces à enjeu aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'on essaye de travailler en transversalité en interne, mais aussi avec d'autres collectivités, d'autres associations, d'autres partenaires, d'autres villes. Euh, voilà, donc on est plus dans cette dynamique-là. Après, oui, effectivement, comme disait Antonin, il n'y a pas de gouvernance particulière sur le One Health, mais ça peut se faire. Oui, oui, c'est ça. Ça fait, enfin, pour le coup, on est sur une approche qui, nous, en interne, est quand même assez. Il y avait des actions qui allaient dans ce sens-là et qui se rapprochaient de la démarche sans qu'on y mette le nom. Il y a le plan nature en ville, il y a le contrat local de santé, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas un truc qui regroupe un peu l'ensemble. Et ça peut, je pense, faire partie des pistes justement d'amélioration où au final on l'a fait un petit peu de manière opérationnelle, mais sans que ce soit forcément très explicite au niveau de la gouvernance. Et du coup, je pense que c'est une des pistes à la fois d'amélioration et qui pourrait être intéressante pour identifier aussi de nouvelles pistes d'action, quoi. Bah, c'était très clair, merci. On a d'autres Oula, les questions affluent. N'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions directement avec votre micro, c'est bien aussi. Quel est le lien avec le service en charge des espaces verts sur les EESH, sur les espèces à enjeu pour la santé humaine? C'est peut-être plus pour Clément, du coup. Ouais. Ouais, alors oui, bah, on travaille avec le service Espace Vert qui, initialement, il y a une dizaine d'années, en fait, avait pris un peu la main sur ces sujets-là qui étaient émergents. Et puis, en fait, bon, voilà, il y a eu une sorte de petite réorganisation. Enfin, le service hygiène santé publique, on a volontairement voulu prendre un peu ces sujets-là. Et du coup, on travaille avec eux, donc en partenariat avec eux. J'avoue qu'ils sont beaucoup là sur les aspects du coup financiers, hein, la gestion des budgets liés aux opérations. Et puis après, voilà, ils sont en soutien, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment un partenariat qui se passe relativement bien. Donc, mais c'est vrai que du coup, tout ce qui est lié aux espèces à enjeu, même si ça concerne les espaces verts, on a aussi donc d'autres thématiques, hein, d'autres espèces. Euh, que ce soit le ragondin, les rats en général, les corbeaux et autres. On travaille donc vraiment en lien avec eux, mais c'est quand même nous qui pilotons un peu, qui coordonnons, on va dire, la lutte, quoi. Voilà. C'est ça. En fait, la spécificité un petit peu du service de Clément, c'est d'être sur un côté très transversal, un petit peu comme la transition écologique pour moi, où du coup, pour éviter d'avoir un fonctionnement trop en silo, c'est aussi un choix que la coordination de la lutte, etc., du coup, soit positionnée comme ça pour que ce soit justement pas perçu comme étant seulement un sujet espace vert, mais que ce soit bien un côté très transversal et du coup que tout le monde se sente un peu impliqué, quoi. Après, techniquement, oui, les budgets, en fait, ils sont dans les services principaux concernés, donc, euh, donc oui, les chenillages, par exemple, c'est eux qui payent. Mhm. Et on n'a pas trop détaillé, parce que c'est vrai qu'on a plutôt orienté sur le côté coopération, du coup, sur ce côté espèces à enjeu et actions favorables pour la biodiversité, mais il y a des plantations de haies, du coup, qui sont surtout coordonnées par moi, mais où typiquement le travail du sol préparatoire, la fourniture du paillage, c'est les espaces verts. Donc en fait, ils sont le troisième service qui est énormément associé à ces services civiques, c'est le service espace vert. Et en fait, on a des temps de coordination à 3 services, du coup, pour savoir justement à quel moment on les mobilise sur quoi. Ils font aussi parfois des plantations avec le service espace vert, où ils peuvent venir en soutien de manière un petit peu ponctuelle, du coup, sur des actions un petit peu spécifiques. Mais voilà, on aurait presque pu les associer directement à la présentation et détailler un peu plus, mais j'avais peur qu'en termes de temps, ce soit un peu juste. Oui, j'ai une question de Saint-Étienne Métropole qui concerne les actions de débitumisation, c'est pas facile à dire, hein, et de végétalisation des aménagements. Est-ce que vous avez fixé des objectifs minimums à atteindre alors CBS, pour moi, c'est un coefficient de biotope par surface selon une fiche du C'est CEREMA. ça. Ouais, tout à fait.
C'est pas le mot. Et Un pour le certain plein terre, pourcentage je de vois pleine où... terre, Ouais. ou du coup des objectifs précis en termes de végétalisation à atteindre? Eh ben, ça dépend un peu des programmes. En fait, dans les cours d'école, on a un objectif qui est précis sur du coup la surface des imperméabilisés, donc de pleine terre, où du coup on se fixe au moins 50% de la surface de la cour après intervention. Sur les espaces publics, par contre, on n'a pas ça. On n'a pas ces niveaux-là. En fait, on étudie à chaque fois ce qui est faisable techniquement et ce qui est faisable financièrement. Et par contre, que ce soit le CBS, donc le coefficient de biotope par surface, ou le coefficient de pleine terre, c'est des choses qu'on a ajoutées du coup dans le PLU. Tout à l'heure, j'ai évoqué la révision du PLU où je disais qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait avant. Ça fait partie du coup des éléments qui sont du coup maintenant qui sont réglementaires dans notre PLU ou selon les zonages et selon les zonages, du coup, on a des coefficients biotope par surface et des coefficients de pleine terre qui sont imposés dans les opérations d'aménagement et du coup qui sont différents selon les typologies, évidemment, entre si on est sur un secteur qui est plutôt historiquement un peu pavillonnaire où du coup on a un peu plus d'espace déjà qui est qui n'est pas imperméabilisé ou si on est en plein centre-ville où de toute façon on sait que tout est déjà quasiment imperméabilisé. Mais du coup politiquement c'est quand même des marqueurs forts parce qu'on va assez c'est très intéressant pour la biodiversité, mais voilà, on va assez loin. Ça veut dire que maintenant, sur certains secteurs pavillonnaires, on a des gens qui peuvent déposer un permis pour faire une piscine, par exemple, parce qu'ils avaient un jardin où on va leur dire non, que leur piscine n'est pas constructible, alors que le terrain était piscinable en soi, parce que du coup, ils ont plus assez de surface, leur coefficient de biotope par surface passe en dessous du seuil qu'ils sont censés atteindre. Donc, s'ils veulent pouvoir faire leur piscine, faut qu'ils améliorent sur les autres surfaces, donc ils enlèvent le bitume qu'ils avaient fait devant leur entrée de garage pour mettre du gazon, quoi. Mmh. Ah bah c'est intéressant ça, c'est des fois des actions fortes quand on touche au PLU. D'ailleurs, c'est le sujet, enfin ça sera en partie un sujet du coup du CAFINER qui aura lieu en janvier, 16 janvier, avec la métropole et la ville de Lille. Excellemment. Très bien. Mais Lille, sur ces sujets-là, est souvent très intéressante à écouter. Bah voilà, une meilleure publicité pour le CAFINER de janvier, donc ça c'est parfait. Très bien. Il est peut-être temps de conclure, il est 10h11. Du coup, je vais remercier tout le monde pour ces échanges, pour ces contributions autour de la présentation. Euh, Moi, j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas, donc c'est facile à dire, mais surtout que je trouve qu'il y a une capacité d'une collectivité à relier tout plein de sujets, nature, santé, cadre de vie, tout ça dans une même dynamique, dans une stratégie de nature en ville. Et je trouve que ces programmes comme Nature en ville, ils permettent quand même cette transversalité, et ça donne des fois un appui qui permet vraiment de lancer des choses avec d'autres services. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Après, pour la suite, je vous invite à tous à repartir avec une question, parce que dans les prochaines vacances que vous allez programmer, comment vous allez faire pour venir jusqu'à Bourg-en-Bresse, pour venir visiter tout ça? On peut aller randonner dans le Revermont à côté, on peut aller faire du vélo, il y a plein de choses à faire autour, donc il y a une gare TGV en plus, donc vraiment, Tout à qu'attendez-vous fait. pour aller visiter tout ça dans Bourg-en-Bresse? On est encore en train de caler, nous, les prochaines dates de Cafinaire pour 2026. Enfin, les premières dates en tout cas sont arrêtées. Je vais vous les mettre dans le chat. Elles seront de toute façon bien mises en ligne sur Expertise Territoire et sur le site Territoire Environnement Santé. Le prochain CAFINER aura lieu le 21 novembre sur la thématique réduire l'exposition des populations aux pesticides. Quel levier à l'échelle communale avec notamment Maxime Guérin de Plantécité qui était aujourd'hui présente et qui a posé plusieurs questions. Bravo à toi. Et Patrick Barbier qui est le maire de Mutterscholz. Donc on ira en Alsace, qui est plutôt éloigné, mais pas à l'autre bout de la France par rapport à Bourg-en-Bresse pour les plus géographes d'entre nous. Le replay, oui, voilà, Clotilde l'indique dans le commentaire, arrivera en général dans les semaines qui viennent. Donc, du coup, il faut bien sûr, hein, aller tous les matins voir Expertise Territoire, quelles sont les actualités croustillantes et autres. N'hésitez pas d'ailleurs sur Expertise Territoire, notamment, à partager aussi de votre côté des bonnes expériences, des articles, des choses qui vous paraissent intéressantes et qui permettraient peut-être à d'autres de bénéficier de ce partage. Merci à tous et on se retrouve donc pour le prochain CAFINER le 21 novembre. Merci Antonin, merci Clément et puis Avec plaisir.
À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Une bonne journée.